Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette introduction et ravi de pouvoir échanger sur cette thématique intéressante et très riche. Donc comme on vous l'a dit, je suis enseignant-chercheur à l'INSA Lyon dans un laboratoire qui traite des déchets. Le laboratoire a été créé en 1973, date du début des premiers éléments législatifs qui ont eu lieu, et notamment la première loi déchets qui date de 1975. Donc notre laboratoire a été créé à ce moment-là et traite des déchets. Concernant ma formation, donc moi je suis géochimiste de formation, donc j'ai un prisme, une vision chimique du déchet. Donc je vous inviterai plus et je pourrai plus vous parler du cœur de la matière déchet, une matière complexe avec un nombre de molécules à l'intérieur qui est énorme. Et je me demande même si on peut savoir combien de molécules sont présentes à l'intérieur. Donc une complexité qui est extrêmement grande. Et donc c'est une thématique importante de recherche pour nous, encore maintenant, et d'ailleurs toujours, parce que comme vous le savez, et j'en parlais donc à Estelle juste à l'instant, les quantités de déchets générées au niveau mondial sont faramineuses, puisqu'on approche des 4 gigatonnes produits au niveau de l'ensemble du globe. Donc c'est une vraie question qui est prégnante et présente donc pas que dans notre société, mais bien à l'échelle du globe. Maintenant, par rapport aux sciences du déchet, alors j'aime pas bien parler de sciences de déchets en tant que science, c'est bien le déchet est au carrefour des sciences, et c'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui, ce soir, de pouvoir parler avec une psychologue, parce qu'on va pouvoir voir aussi la vue et une discussion des déchets par rapport à cette approche psychologique de ceci. Donc c'est intéressant. Moi j'ai le côté chimie, mais n'empêche que pour étudier cette thématique, on est obligé d'œuvrer et d'être au carrefour de la physique, de la mécanique, de la chimie bien entendu, mais aussi de la biologie et de la géographie. Vraiment, le déchet est au carrefour de ces sciences. En termes donc nous, au niveau de l'INSA, on travaille donc particulièrement sur les aspects gestion, donc réfléchir à des solutions de traitement, voir un peu quelles sont les solutions qui pourraient être proposées pour une meilleure gestion. Alors on pourrait parler de gestion durable ou de gestion hors durable, si on veut faire un petit jeu de mots. Et donc voir et réfléchir à comment mieux les gérer au niveau de nos sociétés. Donc c'est principalement l'objet de mes recherches. Donc moi je travaille plus sur tout ce qui est valorisation matière de ceci, donc en particulier sur des matrices de type sédiment, donc où là on part plus sur chercher à valoriser la part organique de ces déchets, donc les valoriser sous forme soit d'amendement organique, soit également de tout ce qui va être méthanisation, donc de biogaz ou même de compost. Et puis la part minérale qu'on cherchera à valoriser dans le secteur du BTP ou d'autres secteurs. Et puis on travaille aussi beaucoup, et c'est par rapport à la vocation de notre institut, on s'appelle Sciences Appliquées, donc on travaille avec les industriels et on collabore beaucoup, on fait beaucoup de recherche appliquée, donc on travaille avec les grands groupes, je pense notamment à Veolia, maintenant qui est devenu Suez, et d'autres groupes sur ces thématiques de gestion et de réflexion pour un meilleur traitement des déchets. Voilà, je pense que je ne vais pas plus monopoliser la parole. Je vais laisser Estelle vous en dire un petit peu plus. Bonsoir. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, un psychanalyste qui vient causer des déchets. Mais en fait, le déchet, c'est au cœur de l'humain, puisqu'il n'y a pas de vivant sans déchets et il n'y a pas d'être humain sans déchets. Et
si je suis là ce soir, c'est parce que il y a eu un certain nombre de réflexions qui me sont venues comme ça au fil du temps, au fil un peu des années, sur pourquoi est-ce que l'être humain est aussi, on va le dire, sale, hein, quand il y a des déchets partout. J'ai emménagé il y a quelques années dans un quartier résidentiel, et la première chose qui m'a frappée, c'est le nombre de déchets par terre dans la rue. Voilà, ça m'est jamais venu à l'idée, moi, de balancer mon plastique dans la rue. Pourquoi est-ce que tant de gens le font ? On vit dans un monde avec des déchets, on produit des déchets pour des centaines de millions d'années, pour notre civilisation d'aujourd'hui, pour notre confort à nous aujourd'hui. Comment on peut penser ça ? Ou plutôt ne pas le penser, semble-t-il. Et donc, ce qui m'est venu un petit peu en réfléchissant à ça, c'est le rapport de l'humain aux déchets, c'est-à-dire le premier déchet de l'humain, c'est sa propre sécrétion. Et c'est en ça que ça peut intéresser un peu les psys. C'est-à-dire que le moment où l'enfant apprend... ça m'a frappé en voyant récemment des enfants qui avaient beaucoup de mal à devenir propres. Le moment où l'enfant apprend à rentrer dans le code commun des humains et à se défaire de ces déjections corporelles. Alors, je le balance un peu comme ça. On verra comment ça se discute et comment ça vient dans la discussion. Mais mon hypothèse... c'est que, comment dire, on ne supporte pas ce qu'on crée soi-même et qu'on voudrait faire comme si ça n'existe pas. Et en creusant un petit peu la question, je me demandais comment faisaient les humains avant l'ère industrielle, par exemple. Avant l'invention du plastique, avant l'invention des voitures. On reconnaît Enfin, moi, j'habite donc à Vienne. On a un musée gallo-romain extraordinaire. Et ce qui fait qu'on sait qu'il y a eu des Romains là, c'est les restes. Et les restes de poterie, etc., qui sont, d'une certaine manière, du déchet. C'est-à-dire, quand on a des coins entiers de poterie cassée, donc tous les restes étaient mis au même endroit, c'était déjà un certain traitement de ce qui reste. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de nos restes ? On en a tellement, je pense que ça c'est plutôt Vincent qui pourra en dire quelque chose, mais qu'on ne sait plus quoi en faire. Hein. On parle d'un 6e continent de plastique, alors c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la réalité, mais je veux dire, on en arrive à un point. Là, pendant la période de confinement, moi je travaillais quand même, il y avait des masques partout, dans les champs, partout, c'était dégueulasse, on ne peut pas se balader en forêt sans qu'il y ait des masques. C'est dingue, comment on en arrive à ça ? Donc j'ai pas de réponse, hein, mais si vous avez des hypothèses de réponse, ça m'intéresse. Voilà, l'idée c'est de discuter de ça, c'est-à-dire de s'autoriser à parler de ces choses qui sont un peu le rebut, quoi, le rebut de l'humain. Pardon, j'ai oublié un autre point qui m'a lancé sur ce sujet-là il y a quelques années, c'était la lecture de Marguerite Duras et de Robert Antelme. Marguerite Duras, dans La douleur, raconte le retour de camp de son mari, Robert Antelme, et qui est revenu plus mort que vif. Et elle explique tout le parcours médical que ça a été pour qu'il revienne à la vie. Et elle développe vraiment ce point. C'est à partir de la consistance de ces déjections qu'on a su qu'il était vivant et qu'il allait vivre. C'est-à-dire que quand il est revenu, il se liquéfiait, son corps se liquéfiait de partout. Et petit à petit, en se renourrissant, etc., elle le dit comme ça, hein, sa merde a repris forme de merde humaine. Et c'est à partir de ça qu'on a su qu'il était vivant. Et c'est à partir de ça que j'ai décidé de m'intéresser un peu à cette question. Parce qu'effectivement, c'est à partir des déjections qu'on reconnaît les espèces vivantes, les déjections et la trace, c'est-à-dire ceux qui restent. Hein. Et voilà, donc entre ceux qui restent et qui nous réjouit d'une certaine manière quand on découvre une crotte de lapin ou on dit il y a un lapin qui est passé par là, et puis ce qui reste mais qui nous rebute aujourd'hui de nos propres consommations, voilà, qu'on puisse parler de tout ça. Merci à nos intervenants. Alors, ceux qui ont l'habitude de venir, vous savez que tout le monde peut prendre la parole et ça serait souhaitable que le plus de personnes la prennent. C'est-à-dire que vous posez une question. C'est-à-dire vous d'abord vous demandez, vous posez une question, on vous donne le micro parce qu'on enregistre la séance et
si vous ne prenez pas le micro, si vous ne parlez pas dans le micro, eh bien, ça ne passe pas. Alors, qui veut poser la première question? Personne. Alors, ce n'est pas pour poser une question, mais c'est simplement pour revenir sur la notion de déchets. Il me semble qu'il y a deux sortes de déchets. Il me semble. C'est-à-dire, quand tu parles de la merde, excuse-moi de reprendre le terme, mais c'est ça, c'est un déchet nécessaire, obligé. Alors que le plastique n'est pas un déchet nécessaire, obligé. Et le problème est qu'on a peut-être plus d'aversion à l'égard de nos propres déchets nécessaires, obligés, qu'à l'égard des déchets dont on peut se débarrasser en les évacuant assez loin. Voilà. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à supporter ce qu'on produit? Oui, puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer aussi de comprendre d'où vient le déchet et pourquoi. Donc c'était un petit peu une discussion. Est-ce que c'est une fatalité? Donc pour moi, scientifique, oui. Quand j'entends parler de zéro déchet, alors c'est une vision un petit peu utopiste des choses, puisque de toute manière, comme le disait un petit peu Estelle, de vivre, on en génère. Donc de toute manière, nos sociétés fatalement produisent du déchet et qu'il va falloir gérer. Par rapport à cette explosion exponentielle des quantités de déchets, par contre, on peut commencer à comprendre les causes. Alors effectivement, différencier les déchets par rapport à leurs origines et par rapport à une origine anthropique et la merde en tant que telle, donc déchets organiques, c'est la première des choses. Et puis l'autre chose, c'est aussi le consommateur et nos sociétés de consommation, donc qui ont conduit à une explosion de produits, et le déchet n'est qu'une résultante et que la face visible de l'iceberg de cette société de consommation. Et donc on produit de plus en plus de molécules que la nature ne peut pas dégrader, puisque tout se passait bien jusqu'à présent, et en particulier par rapport à la part organique. La nature est capable de la dégrader. Par contre, les molécules nouvelles et tout ce qui a pu être généré, en particulier avec la troisième révolution industrielle, fait qu'on arrive avec des molécules qui ne sont plus biodégradables et donc qui finissent fatalement par s'accumuler. Donc c'est une des raisons. Et puis aussi s'interroger, me semble-t-il, sur notre rapport à la consommation, parce que j'ai parlé en introduction de gestion, mais gérer, la première des choses, c'est avant tout la sobriété et moins produire que chercher des solutions compensatoires. Oui, tout à l'heure, tu as parlé des Romains et ça m'a évoqué un certain nombre de choses. Chez les Romains, l'une des grandes difficultés de leur société sédentaire citadine, c'était les déchets humains, c'est-à-dire ceux produits par les corps, parce que c'était la principale source de pollution et de maladies à cette époque. C'est comme ça qu'ils ont progressivement essayé d'inventer les égouts, etc. Ça, c'est une chose. Mais quand on parle des autres déchets, bien souvent, ce sont ce qu'on appelle des produits manufacturés. Tu parlais des amphores, des poteries, des choses comme ça. Or, au moment où on fait une amphore, c'est pour y mettre du vin dedans, et on ne pense pas fondamentalement à la jeter. On crée un produit manufacturé pour son usage. Et on se dit qu'on va l'utiliser. Et on va se dire qu'on va l'utiliser peut-être longtemps. Et à aucun moment, on ne considère l'usage de l'objet
en tant que déchet. On pense que c'est un objet dont on se sert. En plus de ça, avec la volonté d'hygiénisme, c'est-à-dire que les amphores, les choses, etc., c'était des moyens aussi de ne pas laisser traîner des choses qui allaient être alimentaires ou autres. Le problème, c'est que quand on ne pense pas qu'un objet, on ne le pense pas comme déchet, on ne pense pas à ce qu'il va falloir faire si on ne l'utilise plus. Et je pense que c'est une des grandes difficultés. On peut imaginer que si l'un de nous, dans cette pièce, achète une voiture, il ne pense pas, au moment où il l'achète, au recyclage et au fait que ça va devenir un jour un déchet. Il achète un objet pour sa fonction, parce que voilà, il y a tout un tas de choses. Et là où on s'est retrouvé un petit peu piégé, ça a été pour des raisons assez étonnamment de volonté d'hygiène ou de sécurité, les plastiques, les emballages plastiques, ça a été d'abord pour éviter que tout le monde ne touche aux choses. Et on l'a vu avec la crise Covid, les objets à usage unique sont devenus un moyen de sécurité. Donc, au moment où on fait un objet pour sa fonction, a priori, on ne pense pas tellement à l'idée qu'on va devoir s'en débarrasser. Ça, c'est peut-être un problème lié à la société de consommation, j'imagine bien, mais c'est vrai que personne n'achète un produit en pensant qu'il va jeter ce produit. Et je pense que c'est une des grandes difficultés de nos sociétés qui sont capables de produire beaucoup de choses, que ces choses peuvent apporter un plus à la vie humaine, et en même temps de savoir que ces mêmes objets vont avoir une fin de vie qu'on n'a pas pensé du tout à gérer avant de les faire. Oui, je ne suis pas sûre que personne n'y pense. On n'est pas très nombreux peut-être à penser qu'effectivement, quand on achète un objet, il deviendra un jour un déchet. Mais je peux témoigner qu'on est quelques-uns à le penser. Donc il y a ce que l'objet va devenir et il y a ce qui est nécessaire pour produire l'objet. C'est quand même aussi une sacrée question. La question du jetable, il y a une exposition à Paris, alors j'ai pas eu le temps encore d'aller la voir, mais une exposition sur les détritus à la Cité de la Science à Paris. Il y a tout un pan sur cette question du jetable. Il parle carrément d'une jouissance du jetable, c'est-à-dire que jeter, c'est une manière de, comment il le dit, de conjurer les angoisses existentielles. C'est-à-dire que l'humain a besoin de se séparer de quelque chose. C'est une nécessité. On disait tout à l'heure avec Vincent, le summum du zéro déchet, si on part du corps humain, le summum du zéro déchet, c'est ce qu'on trouve parfois dans les hôpitaux psychiatriques, c'est des gens extrêmement malades qui ravalent leur propre déjection. Ça, c'est le zéro déchet, c'est la boucle. C'est insoutenable. Je veux dire, on ne peut pas consentir à ça, socialement parlant. Donc, on est bien obligé de consentir à ce qu'il y ait une perte. Et la société de consommation, l'objet de consommation répond, il me semble, ça c'est à ce que l'humain est nécessairement confronté à cette perte et au manque. On est toujours manquant. Il n'y a rien de pire que de ne pas être manquant quand on est un être humain. Celui qui manque de rien, généralement, il s'ennuie pas mal, voire il ne peut plus vivre. Donc, jeter, c'est le truc un peu facile, quoi. Hein, l'objet jetable, c'est celui dont on se sépare facilement comme ça. Mais sans effectivement se poser la question de ce qu'il devient après. Alors, c'est aussi un point de vue extrêmement égocentrique, hein, l'humain au centre de tout. Quand on s'intéresse je pense là aux ouvrages de Baptiste Morisot sur le vivant, manière d'être vivant, où il met l'être humain vraiment comme un parmi d'autres vivants sur la planète, comme le loup, comme la brebis, comme... On ne peut plus avoir cette version de comment on jette et on s'en fiche, quoi. Je veux dire, à un moment donné, si on se considère comme faisant partie d'un tout, on est obligé de se poser cette question-là. Mais je trouve que socialement, elle n'est pas très présente.
Juste pour rajouter une petite chose, alors une petite note d'optimisme par rapport aux, aux actions en cours. Je pense que quand même, il y a des choses qui vont dans le bon sens par rapport à leur... même si les termes sont un peu galvaudés, hein, quand on parle de circularité, d'économie circulaire, effectivement, il faut le voir comme des images et pas comme... puisque la circularité n'est pas possible, comme évoqué par Estelle, et puis on pourra y revenir dessus. Mais je trouve que quand même, il y a des choses intéressantes au niveau de la réglementation, des choses qui évoluent, notamment par rapport à tout ce qui est responsabilité élargie des producteurs. Se dire le consommateur c'est une chose et effectivement c'est lui qui va jeter et donc qui va produire le déchet, mais derrière la fin de vie et par rapport à la question que vous avez posée, c'est se dire forcer aussi les metteurs sur le marché à penser à la fin de vie de leurs déchets. Et je trouve quand même intéressant cette démarche d'éco-conception, d'éco-design, on l'appellera comme on souhaite, mais de quand même forcer les industriels, les metteurs sur le marché, à envisager cette fin de vie. Et donc de se dire il y aura des progrès en termes de recyclabilité, en termes de tri, en termes de collecte, si on amplifie et on élargit cette responsabilité élargie des producteurs. Puis d'autre part, par rapport à ces aspects vertueux, c'est se dire les déchets, tout citoyen paye. Vous payez tous une taxe sur vos impôts, notamment vos taxes d'habitation, hein, qui va s'appeler TOM, qui va s'appeler ROM en fonction du lieu dans lequel vous habitez. Et se dire, derrière, ce qui serait intéressant, au lieu de taxer tous les citoyens, c'est d'essayer de taxer le consommateur. Et donc finalement, par rapport à l'application de cette responsabilité élargie des producteurs, de rajouter une taxe au niveau des produits, c'est aussi responsabiliser les gens dans leur démarche de consommation. En se disant, on paye un petit peu plus cher les produits, c'est normal puisque je contribue à la fin de vie, plutôt que faire payer tout le monde et même ceux qui ne consomment pas. Donc par rapport à ces aspects-là, ça peut prêter à polémique. Hein, certains ne peuvent pas être d'accord, hein, notamment je pense par rapport aux aspects pouvoir d'achat. Mais quelque part... Oui, oui. Donc je vais laisser la parole. Disons, on paye déjà la TVA sur tous les produits qu'on achète. C'est déjà pas mal. Non, mais il me semble par contre que prendre en compte le traitement des produits arrivés en fin de vie et qu'on puisse participer par rapport à sa consommation et par rapport au fait que plus on consomme, plus on paye, ça me paraît être quand même quelque chose de vertueux et d'intéressant. Après... Alors, vous n'avez pas parlé aussi des déchets des hôpitaux. Inévitablement, il y en a de plus en plus, puisqu'on est de plus en plus propre, il faut faire de plus en plus attention. Et là, c'est énorme. Pardon, c'est énorme les déchets des hôpitaux. Et alors là, il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose pour... Parlez plus près du micro, madame, pour qu'on vous entende. Comment ? Plus près du micro. Oui, pour voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour que les hôpitaux soient aussi stérilisants, enfin, je sais pas ce qu'on peut appeler comme ça, et faire un petit peu moins de déchets, non ? Parce qu'il y en a énormément. Il y a des déchets dans les hôpitaux, il y a des déchets dans les centrales nucléaires, il y a des déchets partout. Mais c'est une vraie question. Il me semble qu'à l'hôpital, moi, pendant la crise sanitaire, je travaillais dans une institution spécialisée qui accueillait des enfants. Et on était bien contents au début d'avoir des masques fabriqués en tissu à la maison. Et puis un jour, on nous a dit « Ah, mais non, ils sont pas bons. Maintenant qu'on a des masques, ceux-là, ils sont pas bons. Il faut mettre des jetables. » La question de comment on produit des déchets, c'est une question politique, au sens de l'organisation de la vie de la cité. Et c'est vraiment... on est encore très très loin de se poser cette question. C'est un choix politique. Mais pour l'instant, le choix politique, il n'est pas tellement fait du côté de... Quand on continue de soutenir l'obsolescence programmée, on est à des années-lumière de soutenir la possibilité de réduire les déchets. Oui, par rapport à ça, et vous avez tout à fait raison, j'aime à dire que pour faire du propre, on produit fatalement du déchet.
pour consommer de l'eau potable. Et derrière, il y a des stations d'épuration. Ces stations d'épuration vont générer des bouts de stations d'épuration. Donc, on génère du déchet. Quand on va traiter des fumées d'une unité de valorisation énergétique des incinérateurs, pareil, il y a des résidus. Donc, encore une fois, fatalement, le déchet existe et pour faire du propre, alors, on va en produire. Et c'est vrai que ça revient, et je vous rejoins tout à fait, hein, le côté hygiénisme même poussé à l'extrême tel qu'on le vit, conduit de fait à une production accrue de déchets. Ça marche, ah oui. Moi, j'ai... Je voulais juste dire un mot par rapport aux déchets. On a une mauvaise image aussi des déchets, c'est-à-dire un déchet plastique, par exemple, est nettement moins recyclable qu'un déchet qui va être en papier, en carton, qui aura un fort taux de recyclabilité. Et je pense que l'enjeu actuel, c'est notamment pour les années 2020-2030, de réduire cette consommation de plastique et savoir comment on va le recycler. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a 50% des plastiques qu'on ne sait pas comment recycler. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Il y a également ce qu'on appelle dans l'environnement l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire comment sont produits les matières premières avant même qu'elles deviennent des déchets, parce que les coûts de production ont aussi un impact sur l'environnement. Oui, il me semble que notre système de vie, qui est, je ne sais pas comment on pourrait dire, un système capitaliste, néolibéral, consumériste, implique un point aveugle sur ce qu'on produit. C'est-à-dire que si on réfléchit un petit peu à ce qu'on produit et aux effets que ça aura à court terme, à long terme et à beaucoup, beaucoup plus long terme, c'est insoutenable. C'est insoutenable de se dire qu'on pollue la planète pour des centaines de millions d'années. Donc, si on se pose cette question-là, on ne peut pas rester dans le modèle qu'on a actuellement. Et je ne suis pas sûre qu'on soit prêt à en sortir parce qu'on est dans un modèle quand même très confortable. Hein, on a un toit sur la tête, on mange à profusion, on peut acheter le dernier téléphone, ça change tous les 6 mois. Enfin, on n'est pas obligé de le faire. Attendez, il faudrait prendre le micro, mais il y a quelqu'un... Oui. Alors, je me fais effectivement un peu l'avocat du diable. Hein. Oui, je pense, parce qu'il faut quand même prendre en ligne de compte qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de recyclage. Vous parlez du téléphone. Là, au jour d'aujourd'hui, les téléphones sont recyclés. On a la possibilité d'acheter non pas un téléphone neuf, mais un téléphone recyclé. Donc, c'est un téléphone qui ne part pas à la poubelle déjà. Bon, ensuite, alors, François, je vais poser la question. Attendez, je termine. Concernant les bouteilles plastiques, bon, comme chacun le sait, on ingère aussi des particules. Il y a des études qui ont été publiées récemment. On ingère quand même des particules de plastique lorsqu'on boit de l'eau qui est dans une bouteille plastique. Bon, là aussi, il y a des pays qui, je vous signale aussi, il y a des pays comme l'Espagne. Moi, j'ai vu des Espagnols qui avaient des bouteilles en verre et qui font comme avant, et qui vont déposer leurs bouteilles en verre, qui récupèrent le prix de la consigne, comme on faisait avant, dans les années 50, ou voilà. Donc, je pense que, comme vous le dites, c'est peut-être une question politique. Hein. Il n'y a pas que l'Espagne, il y a les pays nordiques aussi qui recyclent, qui récupèrent les bouteilles en verre et on leur restitue la consigne, voilà, dans des distributeurs automatiques d'ailleurs. Donc, il y a des pays qui ont pensé déjà, et nous aussi, on y a pensé. Hein. Il y a des phénomènes de recyclage. Les bouteilles plastiques, elles sont recyclées, je vous signale. Hein. Ça fait des particules. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la dernière exposition de la Biennale du Design. Il y avait des objets qui avaient été récupérés en fond de mer et on en a fait des objets, notamment des meubles qui ont été compressés, enfin du plastique compressé. Et il y avait des sièges, il y avait une table, voilà.
Bon, ça, c'est de la récupération, c'est du recyclage en quelque sorte. Hein. Mais je pense qu'on a quand même conscience du fait qu'on recycle quand même certaines choses. Tout ne part pas à la poubelle. Vous parlez des déjections, là. Les déjections, moi je suis désolée, mais jusqu'à présent, les déjections, les paysans, ils s'en servent, notamment les déjections, le fumier qu'on appelle. Les déjections des vaches, eh bien ça finit aussi en engrais, passer de l'engrais. Dans les stations d'épuration, c'est pareil. Il y a des déchets organiques que les paysans vont chercher et ils s'en servent encore de fumier. Donc ils vont récupérer ça dans les stations d'épuration. Donc c'est pas tout négatif, parce que là, tel que vous êtes parti, là vous parlez que de négatif, quoi. Je veux dire, il y a quand même de la récupération qui est faite. Et il y a certainement des domaines dont je n'ai pas parlé, mais où la récupération est faite aussi. Hein. Les voitures, effectivement. Là, n'importe quelle voiture, et ça se fait depuis très longtemps, il y a des casses de voitures, les carrosseries sont compressées, on récupère les batteries, tout ça, tout est récupéré et recyclé. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que le recyclage n'existe pas, il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas le choix, par exemple. À titre personnel, j'ai le même téléphone depuis des années, c'est un téléphone qui est produit en matériaux recyclés autant que possible, etc. etc. On a tous ce choix-là, évidemment. Pour autant, alors j'ai peut-être un prisme un peu déformé, parce que quand je travaille avec des ados dans les institutions, c'est qu'ils ne vont pas très bien, et qu'ils sont encore plus que d'autres aux prises avec l'angoisse et donc avec la nécessité de trouver ce qui va faire du bien. Et je pense beaucoup au téléphone, mais les vêtements de marque, enfin, qui sont des objets pour lesquels, pour bon nombre de personnes, c'est important d'avoir le dernier objet qui existe. Et voilà, donc évidemment, il ne s'agit pas de faire des généralités totales, le recyclage n'existe pas, etc. On peut en France acheter ses bouteilles, son eau dans des bouteilles en verre. C'est pas la majorité, mais ça existe, bien sûr, bien sûr. Mais c'est l'idée. Oui, mais c'est le comme avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a fait sortir. Si c'était bien pour la. Il faudrait le micro, madame, mais il faudrait. L'isolation. On sait que... Je suis d'accord avec vous, madame, sur le fait qu'on peut faire des choses. Et il y a plein d'initiatives, il y a plein de choses qui se font. Mais comme dit madame, c'est pas la majorité. Et si vous prenez l'exemple des vêtements et de la fast fashion et tout ça, il y a des montagnes de vêtements dans des pays du tiers-monde qu'on envoie et qui ne sont absolument pas recyclés et ils en veulent plus. Et qui ont même un effet très perverti dans ce circuit de réattribution des vêtements usagés chez nous. Qu'un certain nombre de personnes qui vivaient de couture et de confection de vêtements, notamment dans les pays très pauvres, et ben aujourd'hui ont un peu perdu leur travail puisqu'on leur amène des vêtements tout frais usagés de chez nous. Mais la question de ce qu'on fait de nos déchets, je pense que tu pourrais en dire plus que moi, Vincent. Moi, ce qui m'interpelle, c'est comment on est pris. Je veux dire, si c'était bien de boire dans des bouteilles d'eau en verre, pourquoi est-ce qu'on est passé au plastique ? Qu'est-ce qui fait que l'être humain c'est à ce point laissé prendre par cette espèce de fascination de la consommation ? Voilà, c'est une question. J'ai pas de réponse là-dessus. Hein. Alors, moi, je vais avoir des réponses. Non, parce que j'ai une vision, moi, très ingénieur des choses, puisqu'on est école d'ingénieurs. Donc, nous, toute la partie recyclage, c'est effectivement, ça nous fait travailler et c'est quelque chose sur lequel on essaye d'être aidant et de travailler au niveau technologique. Après, éthiquement, et c'est là où il faut être vigilant, le fait de recycler, le fait de valoriser, et alors d'une part c'est pas parfait et loin d'être parfait, encore une fois parce qu'on voit notamment par rapport au plastique, tout ce qui est PET, donc polyéthylène, vont être recyclés, par contre tous les autres plastiques le sont très mal. Et donc il faut être honnête et dire que par rapport à la collecte qu'on fait de ces emballages plastiques,
il n'y en a qu'une petite partie qui peut être recyclée. L'autre partie, et d'ailleurs on l'a vu par rapport au scandale de ces cargos entiers qui étaient, et ces amoncellements qu'il y avait en Chine, les choses changent depuis que qu'on a interdit et que la Chine a dit non, on n'accepte plus d'être la poubelle du monde. Mais derrière, ça nous questionne, nous aussi, en se disant de quel droit on fait gérer une partie de nos déchets par une autre partie du globe. Et ça, je pense que on a beau travailler dans des sociétés où on va optimiser les choses et où on va se donner bonne conscience en se disant je trie bien. Derrière, il y a quand même des questions éthiques à avoir par rapport au devenir. Et notamment, c'est pour ça que je revenais sur ces aspects sobriété. Par rapport à l'eau, et notamment à l'eau en bouteille, c'est que des questions d'énergie en fait. Il faut être honnête, le plastique c'est une des plus belles inventions. Pourquoi ? C'est quelque chose qui est hyper léger. Et donc, par rapport transporter de l'eau en bouteille, c'était la facilité. Et c'était simplement au niveau financier, il n'y avait pas mieux par rapport à ces aspects-là. Derrière, on est bien d'accord, c'est politique. C'est des lobbies de l'emballage. Là aussi, il faut être honnête et il faut aussi questionner encore une fois les producteurs. Vous êtes tous témoins et vous vous rendez tous compte du suremballage et finalement de cet excès. Alors après, derrière, pourquoi tout ça ? Parce que c'est aussi des questions de communication, c'est aussi des questions le producteur s'en sert par rapport pour une visibilité de sa marque. Il n'y a pas que de l'hygiénisme dedans. Il faut, là aussi, il y a vraiment des arguments financiers derrière tout ça. Voilà, je ne vais pas plus monopoliser. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition précise du déchet dans l'absolu ? Merci. Alors, moi, la seule définition qui vaille, c'est celle du Code de l'environnement. Et je ne voudrais pas dire de bêtises et d'écorner, et je ne pense pas l'avoir sous les yeux. Attendez, je crois que je l'avais prise. Parce que ce qui est intéressant, et par rapport à votre question est tout à fait intéressante, c'est qu'en fonction de qui on est, on aura une définition du déchet et une approche qui va nous correspondre. Et donc, par rapport à toutes ces approches, effectivement, la seule qu'il faut mettre en avant, c'est celle du Code de l'environnement. Mais je suis vraiment désolé parce que je ne la retrouve pas. Oui, sinon je vais chercher sur Google. C'est une question extrêmement pertinente et en même temps extrêmement difficile, puisque en fonction du point de vue où on est, quelque chose va être un déchet ou pas. Là, comme ça, moi, j'aurais envie de répondre, et déchet, ce qui reste d'une opération et dont on se débarrasse. Par exemple, je reçois un courrier, il est dans une enveloppe, je jette l'enveloppe, c'est un déchet. Mais cette même enveloppe, qui, si elle est en papier, peut devenir un objet qui va me permettre d'allumer le feu. Donc, c'est très compliqué comme question. T'as trouvé ? Donc j'ai trouvé, et donc la définition date de 1975, donc la première loi déchets. Donc comme vous le voyez, c'est ce que je disais en introduction, c'est très tard. Et donc au vu de la loi, donc la définition officielle, c'est toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. Donc c'est intéressant donc cette définition. Donc c'est pour ça que je voulais à tout prix prendre la définition officielle, parce que tous les mots et tous les termes ont une importance. Donc il y a la notion d'abandon, mais il y a aussi la notion de destinée, donc l'intention d'abandonner. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis après, pour rebondir sur ce que dit Estelle, effectivement, il y a cette définition juridique et il faut à tout prix se baser là-dessus pour le définir. Et puis derrière, on voit bien que les sensibilités de chacun vont déformer, écorner celle-ci, parce que, et on le sent, c'est quelque chose qui nous agresse, c'est quelque chose qui... on peut aussi se sentir mal par rapport à cela, donc on a des comportements des fois un peu virulents, ou au contraire un peu je m'en foutiste, parce que c'est un objet particulier. Et
ça fait écho aussi à ce que je disais en introduction. C'est pour ça qu'il est vraiment, et à mon sens, fondamental de bien prendre en compte toutes les dimensions du déchet. Et pareil, si on veut faire les choses de manière comme il faut, même en termes de gestion, parler que le côté environnement, ce qu'on a fait, et mon sens peut-être un peu trop. Alors, je dis ça alors que je suis dans un laboratoire d'environnement, hein. Mais il faut absolument pas oublier la dimension économique, la dimension sociale, la dimension sociétale, et puis toutes les questions de justice à l'échelle du globe. Je pense que on est obligé, il ne faut pas les occulter, sinon ce serait injuste par rapport à cette vision-là. Je vais la poser, ma question. Il y a le déchet, mais il y a vraiment une question que je me pose, c'est le lieu où on jette. Que ce soit difficile de mettre... Enfin, on jette. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on ne se sente pas... qu'on arrive encore à voir une personne qui marche, qui jette un papier. Le n'importe où, je jette là. Je me suis retrouvée à Paris l'année dernière, le 15 juillet. Ça vous échappe pas que c'est le lendemain du 14. Et voilà. Et au pied de la Tour Eiffel, vers la Tour Eiffel. C'était indescriptible. Qu'est-ce qui a pu pousser tous ces gens qui étaient si contents de boire des canettes de bière, machin, bidule, à les laisser sur place? Je veux dire, on les a produites, ça va être un questionnement. On les a bu, ça va être un plaisir. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va laisser là et que le lendemain, quand on va passer, on va voir tous ces déchets? Qu'est-ce qui fait qu'on ne regarde pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a aussi des codes pour se défaire de nos propres déchets organiques et pour autant que ce soit si difficile de gérer ça d'une manière où on respecte l'autre, on ne pisse pas n'importe où, on ne défèque pas n'importe où, et pour autant on n'y arrive pas à faire attention à l'autre dans ces gestes-là. Alors, il y a la consommation. Alors, pour la consommation, je crois qu'effectivement, il y a le plaisir de consommer qui est quelque chose à gérer. Et je vais en arriver à ce qui va être une question. J'adore lire. Quelle est la consommation qui vous paraît la plus éthique pour la lecture? J'adore les livres, j'adore le papier. Je ne veux pas abandonner mes livres. Et quand je vais mourir, ma famille va se retrouver avec plein de livres. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est du papier. Mais alors, est-ce qu'il faut... Oui, les donner. Mais vous vous imaginez bien que tous les gens qui ont plein de livres, je ne sais pas s'il n'y a pas plus de livres que de gens qui veulent en lire. Et quand on voit le nombre de livres qui sont produits chaque rentrée littéraire, voilà, ça c'est un questionnement. Mais est-ce que c'est plus vertueux d'utiliser les liseuses? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je pose la question. Voilà. Merci. Ah, un bout de réponse dans le public. Merci Claudine. Moi j'ai la réponse. C'est la libraire qui parle. Donc je te remercie pour tes questionnements parce qu'on est en plein dedans au sein de la profession. Alors c'est plus vertueux d'acheter un livre papier si tu lis moins de 50 livres par an et en une lecture unique. C'est-à-dire que tu achètes 50 livres, jusqu'à 50 livres par an que tu ne liras qu'une fois et que tu ne prêtes pas. C'est plus vertueux d'acheter en format papier. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude du WWF de 2018 que je vous invite à retrouver sur Internet. Au-delà, si tu lis plus de 50 livres par an que tu ne prêtes pas, alors dans ce cas-là, effectivement, en format numérique, ce sera un peu moins polluant. Bon, t'as plus qu'à prêter tes livres, puisque tu en lis plus que 50 par an. Cette question que tu poses, Claudine, de pourquoi est-ce qu'on jette les déchets comme ça, moi, c'est quelque chose qui me sidère, qui m'a toujours sidérée. J'ai jamais jeté un papier par terre dans la rue. Quand j'étais fumeuse, il fut un temps où je jetais les mégots jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était une connerie et que je cesse de jeter mes mégots par terre. Il me semble que, là encore, c'est une hypothèse, mais qu'il y a une part de nous, êtres humains, qui ne veut pas savoir que l'environnement existe sans nous. C'est-à-dire que c'est une discussion que j'ai eue beaucoup en Polynésie. J'ai de la famille en Polynésie. Et en Polynésie, les plages, si elles n'étaient pas nettoyées tous les matins, elles seraient absolument immondes. Parce que, non, c'est même pas que la cigarette. C'est un mode de vie, mais il ne s'agit certainement pas de jeter la pierre. Moi, je ne jette pas la pierre aux gens. Les Polynésiens, c'est un peuple qui vivait dans le présent, qui vivait dans l'instant présent, de la pêche, du soleil. On ne se pose pas la question d'avoir froid ou pas. Enfin, je veux dire. Et donc,
la question ce rapport à une non-temporalité amène à ne pas penser au lendemain. Ce qui est très très difficile du coup aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde où c'est difficile de ne pas penser au lendemain. Et du coup, ils jettent, mais ils n'ont pas l'idée que ça reste. Il n'y a pas l'idée que ça fait trace et que ça reste. C'est une idée qu'on a à construire, et je ne suis pas sûre que tout le monde ait cette idée que ça reste. Alors je racontais tout à l'heure une anecdote. Le jardin de ma maison donne sur un parking, et au fond du jardin, sur le parking, il y a en ce moment des jeunes qui viennent squatter là, ils sont tranquilles, ils font pas de bruit. Par contre, ils laissent leurs canettes par terre et le vent les emmène dans le jardin. Et donc je suis allée les voir il n'y a pas très longtemps. J'avais demandé à la municipalité de mettre une poubelle, ils l'ont jamais fait. Je suis allée voir les jeunes en leur demandant de ne pas jeter leurs déchets là, parce que j'en avais un peu marre de les ramasser dans mon jardin. Ah pardon madame, excusez-nous, on n'a pas fait attention. Et il n'y a plus de canettes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'idée, oui, ça dépend beaucoup de comment on parle et de à qui on s'adresse, mais là en l'occurrence ça a bien marché. Et ils n'avaient pas l'idée que ça restait. Quand on vit dans le pur présent, on n'a pas l'idée que ça reste. Et le temps, ça se construit. C'est une construction. Après, pour ajouter quelques éléments, l'éducation est quelque chose d'important finalement, et on peut pas le. Ouais, pardon. Excusez-moi. Non, je disais l'éducation est à mon sens aussi est important. On voit que ça marche, notamment par rapport au tri et par rapport quand ça vient des enfants, ça permet de faire rentrer ces notions au niveau des familles. Et alors après, ça vaut ce que ça vaut. C'est perfectible, bien entendu. Il ne faut pas non plus être trop angélique, mais c'est une des actions possibles. Derrière, par rapport à ce que vous dites, la notion de plaisir est importante, et c'est vrai que par contre se questionner, et là moi je suis mal placé puisque je ne suis pas ni philosophe, je reste un petit chimiste, la notion de plaisir, est-ce que le plaisir c'est posséder, et le côté objet, c'est toutes ces questions-là sur lesquelles on peut s'interroger. Après, là-dessus, encore une fois, c'est des bouteilles à la mer. Bon, c'est le cas de le dire. En plastique ou en verre? Parce que la bouteille en verre à la mer, elle risque de se casser, le message, il n'arrive pas à destination. Après, il vaut peut-être mieux en verre. Je voudrais revenir sur ce que vous nous avez dit de la notion de déchet telle qu'elle est définie dans le code que vous nous avez présenté. Il me semble que le fait de dire que le déchet... dans l'idée de déchet, il y a l'idée d'abandon. C'est une déresponsabilisation des gens. Parce que je n'abandonne pas, je donne à recycler, donc cela me dédouane à l'égard de la quantité de déchets que je peux produire. Je peux en produire tant et plus, puisque je ne les abandonne pas, je suis très vertueuse. Bon. Donc je pense que ce n'est pas une bonne solution, ça. Cette définition n'est pas bonne, à mon sens. Bon. Voilà. Donc il faut revoir la loi. Enfin, Vincent l'a dit, ça date de 1975, quelque chose comme ça, c'est-à-dire à une époque où on ne recyclait pas encore beaucoup. Donc c'est pas bête que de... Oui. Mais au moment où ça a été écrit, on ne se posait pas la question de les recycler derrière. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Mais la question d'abandon, c'est-à-dire c'est l'objet dont on ne veut plus. Et effectivement, si sous prétexte qu'on peut en faire quelque chose, on en consomme 4 fois plus, c'est pas une solution. C'est comme dans certaines agglomérations, on a changé les lampadaires par des LED, mais du coup on éclaire 4 fois plus fort parce que ça coûte moins cher. C'est un petit peu l'objet de mes propos, par rapport à l'aspect ingénierie. Oui, pour recycler, pour optimiser, mais non pour l'effet rebond. C'est pas à cause qu'on recycle mieux qu'il faut qu'on surconsomme. Et c'est le problème, en fait. C'est une question d'équilibre aussi. Donc, et c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Après, par rapport à la définition en tant que telle,
Ça reste la définition réglementaire et sur lequel malheureusement on n'a que peu d'emprise. Mais bien que au niveau citoyen, si, on a notre rôle à jouer par rapport à ces questions-là. Une autre chose qui est sans rapport avec ce que l'on vient de traiter, il me semble qu'on abandonne, on jette, on considère comme déchets des choses avec lesquelles on n'a aucune relation affective. Par exemple, on parlait de livres tout à l'heure avec Alexandra là, et notre copine. Là. Bon, les livres, il y a des livres qu'on ne veut pas jeter. Des livres même qu'on ne relira jamais, mais que l'on garde parce qu'ils nous ont été offerts ou parce qu'on entretient une relation affective avec cet objet. En revanche, les objets que l'on achète dans les supermarchés, ailleurs, ou au bricot, je ne sais pas quoi, on n'a aucune relation affective. D'abord, on n'a souvent pas eu tellement de désir pendant longtemps de l'obtenir, déjà. Bon. Et puis, parce que ça ne nous a pas demandé un investissement, ni financier, ni je ne sais pas comment dire, investissement personnel pour l'obtenir. Par conséquent, ce sont des objets auxquels on ne tient absolument pas. On n'a pas une relation forte, on n'a pas quelque chose qui nous lie à cet objet. Mais l'objet auquel on est lié, même s'il n'a pas de valeur marchande, même si c'est quelque chose qui est pour beaucoup d'autres gens insignifiant, on y tient et on ne le jette pas. Et je crois que notre civilisation qui nous produit en masse des objets inintéressants pour nous sur le plan de la relation affective sont des objets justement que l'on jette sans aucun remords et sans aucun regret. Dans ce que vous venez de dire, il faut différencier la consommation affective et la consommation journalière, comme les détritus, comment dire, de la nourriture et tout ça. On mélange tout là. Bah si, vous parlez de livres et moi je vous parle déchets, nourriture et tout ça. Donc, mais je ne sais pas si on mélange tout parce qu'il n'y a pas d'affectif dans le fait de jeter des pelures de pommes ou des déchets de... Voilà, bon, bah, déjà il fallait faire la différence effectivement dès le départ entre les déchets consommables et les déchets... Mais voilà. Quelle que soit la nature du déchet, on a, si on prend des chiffres, des variations de consommation de déchets quotidiens, de déchets dits nécessaires par exemple, qui sont telles que la question nécessairement se pose du rapport qu'on a aux déchets dans le quotidien, de la consommation purement, je sais pas moi, alimentaire. Vous prenez les produits pour se laver. Beaucoup de gens achètent le gel douche dans un emballage plastique et puis le gel douche acheté, ils le jettent. Ils jettent la boîte, pas la boîte, la bouteille. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui vont acheter un savon solide qui n'a pas d'emballage. Rien que ce point-là, c'est déjà une question, pour rejoindre un petit peu ce que disait Mireille, rien que ce point-là, c'est déjà c'est au plus près du quotidien que se pose la question de nos déchets, vraiment. Et la question de l'affectif, alors je ne retrouve pas la citation, mais dans le texte de présentation de l'exposition à Paris, sur les déchets, vraiment je regrette de ne pas y être allée avant la discussion de ce soir, il y a vraiment ce point-là de renouer avec l'objet une valeur sentimentale. C'est dit comme ça. Pourquoi ? Parce que moi, alors mon expérience personnelle n'est pas très intéressante, mais c'est au fil du temps que je me suis dit, mais pourquoi j'achète un gel douche dans une bouteille en plastique que je vais jeter derrière, en fait, alors que je peux avoir un savon qui ne va pas produire pour lequel je n'aurais pas à jeter de bouteille. C'est une question, c'est en même temps une question personnelle et en même temps une question sociale. C'est-à-dire que pour tous, tout le monde devrait se poser cette question-là, il me semble. Pour moi, quand je fais mes courses et que j'achète un savon en me disant chouette, je ne vais pas faire de déchets avec parce que je ne vais pas mettre de bouteilles plastiques à la poubelle après, il y a une satisfaction personnelle
réel. Alors, moi, j'aurais une remarque et ensuite une question. Première remarque, c'est que dans la société de consommation, le consommateur est roi. Or, normalement, quand on a le pouvoir, si on n'exerce pas le pouvoir, ça ne sert à rien. Je crois qu'on est constamment dans une position peut-être plus confortable de victime. En réalité, quand on achète quelque chose, eh bien, c'est nous qui achetons quelque chose. Et si on veut que les choses changent, il faudra un jour ou l'autre exercer notre pouvoir qui est extraordinairement important. Toutes ces sociétés que l'on montre du doigt n'existent que parce qu'on leur achète des choses. Le jour où on décide de dire non, ces sociétés peuvent mettre des milliards à essayer de payer des lobbyistes, des politiques, des publicistes, tout ce que vous voulez. Si jamais on dit non, eh bien, il coule. Et à un moment donné, le pouvoir, ça se prend. Ce n'est pas électif, je suis d'accord, hein, là, c'est peut-être pas forcément la notion de démocratie, mais la société de consommation a une principale faiblesse, c'est le consommateur. Donc si le consommateur exerce son pouvoir de consommateur, il peut faire changer les choses. Je vais vous donner juste un exemple, c'est quand il y a eu le scandale des bœufs aux hormones qui venaient des États-Unis. Il y a eu, je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être parce que la viande, c'était un truc en France qui nous touchait. Eh bien, il y a eu un boycott des consommateurs. 3 mois après, avant même que le législateur ait le temps de faire des lois, les importateurs, les revendeurs avaient supprimé les viandes de cette origine-là. Ils n'avaient pas eu besoin qu'on leur donne des lois. Ils n'avaient pas eu besoin que les gouvernants ou que des politiques ou que des gens leur disent voilà, on ne va pas acheter chez eux. À un moment donné, le pouvoir, ça s'exerce. Et j'ai peur que tout ce que les sociétés essayent de faire, c'est nous faire croire que nous n'avons pas de pouvoir, mais en réalité, la principale faiblesse de la société de consommation, c'est le consommateur. Le jour où il exercera son pouvoir, je pense que ce sera déjà un peu mieux. L'autre question que j'avais envie de poser, c'est, vous êtes chimiste et vous êtes dans un laboratoire qui s'appelle déchets, environnement, pollution. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de ce que vous faites dans le détail, parce que vous êtes enseignant-chercheur, je connais un peu le truc, et donc souvent quand on dit « je fais de la recherche », on se dit « il cherche sur quoi ?» Alors quand on est dans un labo déchets environnement, on peut se dire « il cherche sur quoi ?» Moi je suis physicien, il fait quoi comme recherche? Alors je ne vous explique pas quand vous êtes mathématicien. Alors là, la recherche en mathématiques, on se dit « mais en fait, c'est un contribuable, donc, c'est un fonctionnaire. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il doit bien pouvoir faire au niveau de sa recherche? Donc, si vous pouviez nous éclairer là-dessus, je pense que ce serait intéressant. Merci pour ces questions. On essaye de ne pas trouver trop vite pour garder du travail. Mais non, trêve de plaisanterie. Donc non, oui, je suis fonctionnaire de l'État aussi, et donc on essaye d'œuvrer justement par rapport à ces questions-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on soit fonctionnaire, donc on n'est pas à la botte non plus des lobbies. Donc c'est quelque chose d'intéressant par rapport à ce que vous dites et ce que vous avez mentionné. J'ai essayé, et je suis très heureux de la question que vous posez, parce que c'était ce que j'ai essayé de faire passer, en disant le choix, on l'a, et c'est notre consommation aussi qui en fait partie. Et derrière,
pas se mentir que, et c'est un petit peu aussi, je trouve intéressant au niveau de la soirée, c'est se dire le déchet fait partie de nos vies et il faut vivre avec. Donc c'est surtout pas l'évincer, pas l'éloigner et l'appréhender en tant que tel, mais se dire je peux faire des choses aussi en tant que consommateur. Effectivement, le législateur, et je rejoins tout à fait, il y a des choses qui sont perfectibles, il y a des choses intéressantes, hein, je vous ai parlé, on pourrait en parler davantage, et puis je pourrais répondre à d'autres questions concernant les notions de responsabilité élargie des producteurs. Là aussi, voilà, ça me semble quelque chose de vertueux par rapport à ces aspects-là, de responsabilisation du consommateur, mais aussi du producteur par rapport à envisager cette fin de vie. Puisque on ne peut pas continuer à mettre sur le marché des produits en éludant ces questions par rapport simplement en ne prenant en compte que les aspects rentabilité. Après, c'est compliqué parce que le disque, c'est nos sociétés, hein, c'est la manière dont on a été élevé, c'est notre mode de pensée et lutter contre ces aspects-là. Derrière, par rapport aux politiques, c'est qui ne pensent que par rapport au PIB et croissance, ça sera des choses compliquées. Mais on a notre mot à dire et notre mot à dire passe par la consommation. Maintenant, pour revenir à la dernière question par rapport à mon métier de chercheur et mon métier d'enseignant-chercheur, parce que c'est important, hein, l'enseignement aussi, on se nourrit de nos étudiants, et je tiens à tout prix à dire et à parler de ce côté-là. Donc je donne des cours justement sur la gestion des déchets, mais en recherche, je travaille en particulier sur tout ce qui est gestion des sédiments pollués, et justement essayer de voir et de chercher des solutions pour éviter la mise en décharge systématique et se dire derrière on a une crise de matériaux, on a une criticité de certains éléments, on a de plus des déchets et ce qui est intéressant, c'est de chercher à mieux les utiliser. Donc nous en recherche, avec nos microscopes, avec nos tests de laboratoire, ce qu'on veut faire, c'est d'une part comprendre, parce qu'on a souvent des matériaux pollués, donc déjà comprendre cette pollution, parce que vouloir les réutiliser, mais si derrière on pollue les autres écosystèmes, ça n'a pas de sens. Donc déjà comprendre notre matériau, voir quelle partie pourrait être valorisable, et ensuite réfléchir aux valorisations possibles. Donc c'est un vaste débat, un vaste travail par rapport à ces questions-là, puisque ça suppose une connaissance, mais alors une connaissance au sens mendéléev du terme, donc c'est pour ça que je vous ai parlé on veut connaître l'ensemble des éléments présents dans nos matrices pour voir lesquels éléments seraient intéressants, lesquels on pourrait valoriser, et puis derrière réfléchir aux solutions les plus adéquates pour éviter justement un abandon et de les laisser dans ces décharges. Donc on va chercher à valoriser la partie organique en substrat fertile, on va chercher à valoriser la partie minérale dans des formulations de ciment ou de matériaux de construction, de mortier. Et derrière, puisque comme vous l'avez évoqué au niveau de l'acronyme, on va aussi chercher à faire des tests d'écotoxicité des matériaux qu'on produit. Donc c'est-à-dire voir derrière, par rapport à ce qu'on a pu formuler, est-ce que s'assurer de l'innocuité de ceci? Donc s'assurer que derrière, on ne crée pas un matériau qui soit potentiellement dangereux par rapport à sa constitution. Donc des tests de comportement à plus ou moins long terme. Voilà, après je peux vous en parler. Moi je suis un passionné et j'aime parler de ma recherche. Donc vraiment avec grand plaisir pour en discuter davantage, et puis même pour ceux qui seraient intéressés, si vous faites un crochet par l'Adoua et Villeurbanne, avec grand plaisir pour vous montrer notre laboratoire. On est structure publique, mais avec grand plaisir pour ouvrir nos portes aussi à celles et ceux qui seraient intéressés. Je voulais revenir sur la dernière question de Gauti, sur le pouvoir du consommateur, et qu'il suffirait de dire non pour que ça marche. J'ai bien peur que je vais faire ma pessimiste, mais que ce soit beaucoup plus compliqué que ça. Ce que tu disais me faisait penser à la Grèce, il y a quelques années, où un chef d'État a tenté de s'opposer au FMI. Et il s'est battu
quand même fortement pour essayer de limiter un petit peu les dégâts de la dette de la Grèce à l'égard des instances internationales. Et il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi parce qu'en face, il y a un rouleau compresseur qui est quand même terrible. Et je ne suis pas sûre qu'il suffise de dire non. Je crois que c'est beaucoup plus violent que la possibilité aux citoyens de dire non. Alors violent au sens... D'abord, c'est pas si facile que ça de se dire qu'on a à dire non, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces objets de consommation répondent pas simplement à un plaisir immédiat, mais répondent vraiment, je le crois sincèrement, à une angoisse existentielle de l'humain. Et que cette angoisse existentielle ne cesse de s'accroître. Enfin, plus on s'éloigne d'une vie un peu... C'est con ce que je vais dire, mais simple, c'est-à-dire un peu harmonieuse et un peu tranquille dans le monde, c'est-à-dire en allant dehors, par exemple. Enfin, je veux dire, moi, je rencontre des gamins, parfois, ils savent même pas ce que c'est que de mettre le nez dehors, quoi. Donc, plus on s'éloigne de ça, et plus l'angoisse monte. Et plus l'angoisse monte, et plus on a l'idée que la technologie va venir la résoudre. Et quand on nous dit aujourd'hui, on peut bien produire plein de trucs, on ne sait pas encore quoi en faire, mais la technologie résoudra le problème. Le nucléaire, les batteries de voitures, machin, tout ça. Là, on va trouver des solutions technologiques. C'est un leurre, certes, mais n'empêche que c'est un leurre auquel on se raccroche parce que sinon, il y a un risque d'effondrement psychique pour beaucoup de gens. Donc c'est pas si facile de se dire il suffit de dire non et puis ça s'arrêtera. Bon, j'ai dit, je ne serai pas très optimiste sur la question. Ouais, en tout cas, avec ce que vous disiez et par rapport à ce que disait monsieur aussi, je pense que ça interroge aussi la notion vous parliez de politique tout à l'heure, de notion politique et de notion de démocratie, de citoyenneté. Est-ce qu'il y a une démocratie? Est-ce que le consommateur, c'est être consommateur? Est-ce que c'est être un citoyen? Je ne suis pas sûre que les notions se rejoignent. Et dans la notion de démocratie, là ici, bon, je pense que si on se retrouve tous ici, c'est qu'on se pose des questions là-dessus, qu'on veut être ou dans le recyclage, l'économie circulaire, tout ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on est une majorité dans une démocratie? Est-ce qu'on est, je fais exprès, je caricature, mais entouré de personnes qui, pour la majorité, ne sont pas intéressées par ces questions? Donc du coup, est-ce qu'on a imposé notre vision dans la démocratie? C'est que des questions, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, je pense que ça interroge des notions intéressantes de société. Voilà. Et en termes de en quoi c'est un objet politique, pour moi, oui, c'est la question, voilà, comment on gère notre cité et qui a de l'influence là-dessus. Il y a les lobbies politiques, les lobbies économiques. Et pour revenir sur l'économie, moi, une question que je me pose et je ne sais pas répondre dans les débats, justement, souvent je me retrouve un petit peu coincée. Quand on nous dit, vous parliez des lobbies du producteurs, des entreprises, des industries qui produisent. Oui, mais on fait de l'emploi. C'est-à-dire que si vous n'achetez pas, s'il n'y a plus de croissance, il n'y aura plus d'emploi. Et comment vous allez gagner votre vie? Et je ne suis pas d'accord avec ça, mais souvent je suis bloquée dans ces débats. Voilà, j'aimerais bien avoir des pistes, des idées pour aller plus loin. Par rapport à ce que vous dites, alors, et juste si vous me permettez, juste de revenir un petit peu sur ce que Estelle disait. Par contre, la vigilance à avoir par rapport à la soirée que nous avons, alors j'ai bien conscience qu'il y a un peu d'entre-soi parce qu'effectivement, et il faut être très honnête et très sincère, on est avec des personnes éduquées, des personnes sensibilisées à l'environnement, à ces questions des déchets. Donc c'est vrai que ce discours est facile dans le cadre de ce café scientifique, ce café philosophique, pardon, excusez-moi, sciences et philo. Donc ça, c'est la première des choses. Mais ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est que, effectivement, tout n'est pas parfait, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Derrière, oui, le recyclage est perfectible, mais oui, il faut continuer les efforts de tri, il faut continuer ces efforts pour optimiser les choses. Et oui, en tant qu'ingénieur, on a du travail là-dessus et il faut à tout prix que nos étudiants continuent à œuvrer sur ces choses-là. Mais on est aussi des êtres pensants. Il faut s'interroger aussi par rapport à cela et par rapport à ces côtés. Effectivement, la technique ne résoudra pas rien, mais elle fait partie des solutions. Encore une fois, voilà. Mais l'erreur, ce serait de dire que c'est l'unique solution.
Et donc, c'est peut-être le côté... Je suis peut-être plus positif et optimiste qu'Estelle au niveau de ma nature. Et donc, c'est pour ça que je pense que chaque action, et c'est important, donc surtout continuer vos actions de tri, vos actions de recyclage. Vraiment, n'arrêtez pas. C'est pas à cause que tout n'est pas parfait qu'il faut se dire et se retrancher derrière. Je paye et derrière le service assuré n'est pas à la hauteur de ce que je paie. C'est une chose. Et puis, l'autre chose à prendre en compte, et peut-être que vous pouvez rétorquer aux gens qui vous disent que ça fait de l'emploi, attention, traiter des déchets, ça coûte énormément d'énergie. Et tout ça, il faut le prendre en considération. C'est complètement occulté et complètement oublié. Oui, c'est très cher le traitement et le recyclage. Le recyclage coûte extrêmement cher au niveau énergétique. Et donc, le favoriser, quand on n'a pas le choix, mais justement, ça passe à la source par essayer de réduire notre consommation pour le limiter au plus. J'irais même peut-être encore plus loin sur la question de l'emploi. Je pense que la question de l'emploi, c'est aussi évidemment une question politique. Ce sont des choix. C'est-à-dire que moi, je travaille aujourd'hui, je suis plus qu'en libéral, mais j'ai travaillé longtemps dans l'éducation spécialisée. Quand on voit comment les gens sont payés dans ces secteurs-là, quand on voit combien gagne une femme de ménage, celle qui vient nettoyer nos bureaux là, quand on voit combien gagne une infirmière, un infirmier, un aide-soignant, de l'emploi, il pourrait y en avoir bien ailleurs que chez Nestlé si on le payait correctement. Ce sont des choix politiques. Moi, je crois que... quand je reçois des gens qui gagnent 3 000 ou 4 000 balles par mois à travailler derrière un ordinateur toute la journée, à faire de la spéculation ou à faire chasseur de tête, j'ai entendu ça une fois, et que la femme de ménage qui vient derrière et qui a des sacrés problèmes et qui ne peut même pas bosser à temps plein parce que ses temps de trajet entre deux habitations ne sont pas du temps de travail et que pour faire une journée de 7 heures, il lui en faut 10, moi je suis scandalisée. Et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de travail en France. Alors, pour répondre aux multiples... Sur la question, ça a à voir avec les déchets, sur la question de la consommation, c'est-à-dire si on ne produit plus, on ne fera plus d'emploi. Voilà, je répondais sur ce point-là. Alors, quand je parlais du consommateur, j'espère que nous ne sommes pas tous névrosés. Et qu'une majorité d'entre nous ne le sont pas. Et là, oui, où je suis d'accord avec vous, madame, le consommateur, c'est pas un citoyen, c'est pas le citoyen. C'est deux choses complètement différentes. Mais ce que je voulais dire, c'est que le consommateur a une forme de pouvoir qu'il doit pouvoir exercer, mais ça n'a rien à voir avec le citoyen, puisque par définition, le citoyen, il s'occupe des problèmes de la cité et du vivre ensemble, alors que le consommateur, c'est dans sa démarche d'achat, de prendre, d'échanger son travail contre un produit. C'est deux personnes distinctes qui sont dans les mêmes personnes, mais ils n'ont pas le même pouvoir. À mon sens, on mêlait trop consommateur et démocratie. Je ne pense pas que ce soit très salutaire. Quant à répondre à la question, vous allez enlever des emplois, j'ai rencontré le problème. Moi, j'enseigne dans une école d'ingénieurs. À un moment donné, j'ai dit, il y a une solution simple pour avoir moins d'emballage, c'est de supprimer l'emballage. Et à ce moment-là, j'ai eu tout un tas d'étudiants qui m'ont dit, mais tous ceux qui travaillent dans l'emballage, ils vont faire quoi? Alors, effectivement, on ne va pas répondre à ça ce soir, mais in fine, vous l'avez dit un peu dans votre intervention, au bout d'un certain temps, on revient toujours à la même problématique, c'est celle de l'énergie. Parce que, à la différence des déchets, des objets, des choses, l'énergie ne se recycle pas. On a fait un café sciences et philo sur l'énergie,
Et la définition de l'énergie est une définition de principe et pas une définition d'objet. L'énergie, c'est quelque chose qui ne se conserve pas. C'est étonnant de définir quelque chose par une propriété et pas par l'objet de la chose. L'énergie se conserve tout le temps. C'est pas se conserve pas, c'est qu'elle se conserve tout le temps. Donc en réalité, on ne peut que transformer. Et quelque part, chaque fois qu'on fait une transformation, on dégrade la forme d'énergie parce que ça devient de plus en plus difficile de la transformer. En gros, on ajoute du désordre dans la forme d'énergie. Et finalement, on s'aperçoit que l'énergie se conserve indéfiniment, mais chaque fois qu'on veut recycler, chaque fois qu'on veut produire, on consomme de l'énergie. Et ça, c'est un problème auquel on est confronté et qu'on ne sait pas résoudre, parce que la vie elle-même est une transformation d'énergie. Donc, ça risque d'être là plus difficile. Oui, c'est très intéressant hein, comme remarque, parce que tout à l'heure, on m'a demandé la définition du déchet. Donc moi, j'ai dit la seule qui est bonne, c'est la définition réglementaire. Après, celle que j'ai en tant qu'ingénieur et qu'ingénieur chimiste, effectivement, c'est à mon sens une analyse systémique du déchet. Se dire, notre produit, derrière, si on fait un bilan matière, il y a de la matière et de l'énergie qui rentrent pour le façonner, ça donne un produit et derrière un déchet. Et donc, il faut bien prendre en compte, à mon sens, toute cette approche de l'ensemble du système et pas que le maillon final. Sinon, on occulte toute une partie du problème. Et c'est pour ça que je suis moi aussi, pour moi, utiliser l'énergie et quantifier l'énergie nécessaire pour toutes ces actions, c'est pour moi quelque chose de très important. Avec, bien entendu, tous les débats philosophiques qu'on pourra avoir autour de ces notions d'entropie, et puisque c'est aussi la matière que j'enseigne et donc que je chéris, ça va bien au-delà de notre science et de ce qu'on souhaite transmettre aux étudiants. Il y a vraiment une dimension philosophique à celle-ci. Sur le plan philosophique, pour peut-être en matière de conclusion, vous savez qu'il existe un syndrome, et je renvoie à Estelle là, qui s'appelle le syndrome de Diogène. C'est-à-dire l'accumulation de tas d'objets dont on ne se sépare jamais et que l'on garde auprès de soi. Ce sont ces gens, vous savez, qui vivent dans leurs déchets, mais aussi dans tous les objets dont ils ne se servent pas, mais qu'ils accumulent et ils ont à peine la place de vivre. Alors c'est vrai que ça répond à cette espèce d'angoisse existentielle, et on a l'impression, quand on accumule l'objet, de se pérenniser quelque part, d'avoir un peu plus d'importance, d'espace, d'existence quelque part. Et je crois que si on avait un mot de conclusion à dire, c'est peut-être justement essayer de ne pas être des Diogènes et apprendre à ne pas cumuler. Ça n'est pas cela qui nous pérennisera. Oui, il y a nécessairement un reste. Et il faut qu'on accepte qu'il y ait un reste. C'est-à-dire que nous faire croire que parce qu'on le jette dans le vide ordure, ça disparaît, ça n'existe pas, c'est un leurre. C'est une illusion. Je veux dire, on a un sacré problème avec le reste. C'est pour ça que je reviens à la question du corps humain et à la question de ce stade du développement de l'enfant, où c'est extrêmement difficile de se séparer de ce bout de corps. Et après, on l'oublie. C'est-à-dire qu'on oublie que ça a été difficile. Et c'est dans cet oubli-là qu'on a quelque chose à rattraper, de faire la paix avec ces objets, ces objets qui viennent du corps.
Je me souviens d'une amie à qui je parlais justement de ce point de Duras et Antelme dont je parlais tout à l'heure. Robert Antelme disait que donc à son retour de Caen, il a écrit un livre qui s'appelle L'espèce humaine, qui est pour moi, un des ouvrages majeurs de l'histoire de l'humanité. Vraiment, c'est un livre fondamental et fondateur pour moi. Et il dit que le seul endroit où ils étaient tranquilles au camp, c'était dans les latrines. Parce que c'est le seul endroit où les capots n'allaient pas les chercher. Et quand on prend les choses de ce côté-là, c'est-à-dire du rapport de l'homme à sa déjection, on peut être un peu plus tranquille avec cette question du reste et avec cette question de l'incomplétude. On critique les régimes totalitaires parce que c'est pas bien le totalitarisme, mais qu'est-ce qu'on fait quand on essaye de se compléter avec les objets? On essaye d'être une entité totale, mais on ne peut pas, on ne peut intrinsèquement pas. Donc voilà, j'avais retrouvé la citation sur la question du rapport affectif à l'objet. Donc c'est dans vous pouvez trouver sur Internet le texte de présentation de l'exposition sur les détritus à Paris. Comment elle s'appelle? Précieux déchets, l'avenir au rebut. Voilà, je vous invite vraiment, c'est un texte très intéressant, et notamment avec une participation de Baptiste Mont-Saint-Jean dont Alexandra parlait dans les livres tout à l'heure, l'Homo detritus. Voilà, où il dit que l'Anthropocène est un poubellocène. Oui, donc merci encore pour ces échanges et la richesse de ceci, c'était vraiment très intéressant et puis on peut être qu'honoré et ravi de voir que c'est des questions que vous posez et qui sont prégnantes. Il y a un point qu'on n'a pas abordé et aussi qui me semble important, mais tant pis, ça fera peut-être l'objet d'autres discussions, ça permet de faire des ouvertures. C'est en fait l'urbanisation, le côté les villes et notamment cette volonté de pousser et d'éjecter nos déchets hors des villes. Une des causes et des origines aussi de cette accumulation, c'est cette urbanisation croissante et ces villes, en particulier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc tous ces aspects-là, là aussi, c'est très riche. C'est à prendre en considération notre urbanisation, comment on la vit avec toutes les dimensions qu'on a évoquées au cours de ce débat. Et puis d'autre part, par rapport aux déchets, donc, que vous invitez à vivre avec. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à... voilà, pas forcément comme Diogène, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant et c'est pas que quelque chose à éjecter. C'est intéressant de s'y intéresser. Voilà, je peux que vous inviter à cela. Oui, donc on a tiré un peu à boulet rouge sur le consommateur ou le citoyen. Et est-ce que la première des formules les plus gagnantes, ce ne serait pas que l'État, puisqu'on se trouve dans une société et que l'éducation, on ne la fait pas au milieu des bois, malheureusement, est-ce que ce ne serait pas bien d'éduquer les enfants et peut-être même tout simplement un mot qui est encore plus joli, les sensibiliser à ce qui nous entoure, ce qui fait que je pense que les déchets, automatiquement, il y en aurait peut-être moins. Moi, je ne peux qu'être d'accord avec vous, madame. Simplement, ce que je crains, c'est que nos dirigeants ne soient pas de ce côté-là aujourd'hui. Voilà. Et on les a élus. On en revient toujours à la même chose. Oui, mais c'est les parents. Mais quand on voit, par exemple... Oui, mais ce n'est pas que les parents. Quand on voit... Oui, mais ça n'est pas. Les parents ont eux-mêmes été éduqués dans un système, etc. Quand on voit aujourd'hui la difficulté que peuvent avoir certains parents, par exemple, qui veulent créer des écoles dans les bois, il y en a une il n'y a pas très longtemps, ça a été un enfer pour y arriver. Alors que c'était pour une école pour que les gamins aillent dehors et rencontrent les petits insectes et rencontrent... Voilà. Donc on vit quand même dans un monde où tout ça est très, très, très contrecarré. Alors oui, les parents sont responsables, mais les parents sont eux-mêmes pris dans... Moi, je suis... on a souvent décrié la psychanalyse comme culpabilisant les parents, machin, tout ça. Moi, j'ai plutôt dans l'idée que les parents font ce qu'ils peuvent, qu'ils sont eux-mêmes aux prises avec ceux qu'ils ont rencontrés quand ils étaient enfants. Un très beau livre que je viens de lire là-dessus, d'Alice Miller, c'est pour ton bien, où elle parle de comment on reproduit ce qu'on a connu. Enfin, je veux dire, ça, si on ne peut pas le mettre au travail. Et ce n'est pas une question de faute, c'est une question d'où on vient. Enfin,
Donc, moi, quand je vois les gens de mon âge qui ont des enfants, pourtant, on était dans la même école, enfin, je veux dire, et j'en rencontre plein qui n'ont absolument pas cette notion de la culture du déchet, de la culture de faire attention, mais même la culture de faire attention à l'autre. Bon, ben, voilà, je veux dire, les choses, pour l'instant, sont... Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste par nature, hein, mais aujourd'hui, il me semble, on est quand même dans un monde où on tape sur les écolos avec une violence inouïe, et on ne dit pas grand-chose au tas de fumier. C'est pas moi qui le dis, c'est les articles de reporters que j'ai lus aujourd'hui. Voilà, donc on vit quand même dans un monde très paradoxal à cet endroit-là, à l'endroit de la culture du respect de la nature, à l'endroit et je ne suis pas sûre que pour l'instant l'État soit de ce côté-là. Je suis même absolument convaincue que ses intérêts sont absolument pas de ce côté-là. Après, pour ajouter une petite chose, en fait, moi, je pense que le problème, c'est qu'on est entouré de gens qui ont des positions extrêmement dogmatiques. Et en fait, c'est le nœud du problème. La clé est de s'intéresser et finalement de pouvoir considérer toutes les solutions et pas de penser que la solution qu'on propose est la meilleure et faire fi de toutes les autres. Et tant qu'on reste dans un débat qui est stérile parce que les gens campent sur leur position, c'est à mon sens le gros problème du politique, et en particulier, on parlait même du mouvement écologique, hein, le dogme est encore hyper présent, et ça rend un petit peu les choses inaudibles dans le débat public et dans la sphère publique. Donc à mon sens, continuez à vous intéresser et n'hésitez pas à vous emparer de tous ces éléments de société. Je pense que c'est la clé, la curiosité et puis s'engager, tout simplement. Oui, très bien. Merci.